L'éducation entrepreneuriale consciente développe, dès le plus jeune âge, une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Catherine Coulombe et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Patrick Sorette. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Donc Patrick est un coordonnateur en programmation à la division scolaire franco-manitobaine. Patrick, j'ai une petite question pour toi. Si tu étais un personnage de fiction, de film, de bande dessinée, quel personnage choisirais-tu? Lequel te représente le plus? Oh mon Dieu. Bonne question. Je vais dire hey, Superman, Oui, pourquoi? peut-être. Je sais pas, c'est aussi simple que j'aime le costume, j'aime son complet. J'ai toujours voulu voler. Ouais, il est extraordinaire, je sais pas. Ça me touche à cause de mon enfance, simplement. Pas plus compliqué que ça. Dirais-tu que tu as des super pouvoirs? Ou tu aimerais en avoir certains? Voilà. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, Patrick, tu es coordonnateur en programmation à la division scolaire. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi le rôle d'un coordonnateur en programmation? Un coordonnateur à la DSFM a plusieurs dossiers. Cela étant dit, on enrichit la programmation, on essaie d'encadrer la programmation pour toutes les écoles. Alors vraiment, ce qu'on fait, c'est évidemment en respectant les lignes directrices du ministère. On tente d'implanter au niveau littératie, numératie et culturelle, construction identitaire et autres, dans chacune de nos écoles qui sont très uniques. Alors, il y a plein de beaux défis à relever parce que chaque école localement a sa propre saveur, sa propre culture. Alors, c'est en gros ça. Est-ce que vous avez un petit volet qui touche un petit peu plus l'entrepreneuriat? Justement, dans les plusieurs dossiers, un dossier, c'est évidemment l'école communautaire entrepreneuriale. Alors, qui évidemment, on veut amener les écoles, l'équipe à pouvoir donner on va dire ce pouvoir aux élèves dans leur apprentissage. Et puis avec ça vient des valeurs, des approches, une perspective qui mène à justement donner l'occasion aux jeunes de découvrir avec un certain encadrement. Puis quels sont vos rôles spécifiques en lien avec cet entrepreneuriat-là? Qu'est-ce que vous essayez de mettre de l'avant en ce moment? Bon, d'abord, avec les initiatives des écoles, on va chercher ce qu'on appelle les plans d'amélioration continue. Chaque école doit fournir des plans. Dans ces plans, il y a des priorités locales qui sont toutes liées au plan stratégique de la DSFM. Alors, cela étant dit, si leur priorité se prête bien à cette école communautaire, avec des liens communautaires, avec les élèves qui s'entreprennent et entreprennent, bien, on approche ces écoles, justement, pour avancer avec des initiatives et des projets et préconiser cette approche pédagogique. C'est super. Puis j'ai cru voir que dans votre plan stratégique, dans votre division scolaire, vous avez fait une petite place spéciale justement pour les écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. C'est quoi cette petite place-là que vous voulez leur accorder? Bien, d'abord, on voit l'importance d'avoir des élèves qui gèrent, qui réalisent, qui initient. Et puis ce lien-là se fait dans un axe. On voulait le mettre en évidence. Là, alors, toutes les consultations qu'on a faites en plan stratégique, c'est revenu à plusieurs reprises. C'est vraiment un médium ou une façon de pouvoir créer ces liens tout en apprenant dans des contextes authentiques. Parce que c'est ces contextes réels-là où il y a vraiment de l'apprentissage qui se fait à une profondeur, on va dire une meilleure profondeur. Puis comment diriez-vous que les enseignants de vos écoles peuvent mettre en application cette démarche-là dans leur classe? Bon, justement, c'est le grand défi à relever. C'est cette gestion-là où c'est oser prendre ses risques, mais avec un encadrement et un appui. Alors, les écoles avec qui on souhaite collaborer, évidemment, on travaille avec eux étroitement de sorte que ils se sentent ils se sentent en sécurité
pour prendre ces risques avec leurs élèves. Reste qu'il y a sûrement des défis à relever parce que la salle de classe, c'est quand même... Les élèves doivent évoluer aussi dans cette approche parce que c'est quand même une approche où on apprend de façon active. Puis si on a une tendance à être passif dans notre apprentissage, bien, il y a une certaine résistance même chez nos élèves. Alors qui fait que parfois, il y a ce désespoir, je dramatise un peu, mais pas vraiment, chez les enseignants. Alors vraiment, il faut les appuyer avec les ressources et la réflexion pour pouvoir continuer et aller chercher ce qui va bien, malgré ce qui va moins bien. Oui, puis diriez-vous qu'il y a d'autres techniques qu'on peut mettre en application pour mobiliser ces enseignants-là qui ont peut-être un petit peu de réticence, qui sont un peu plus frileux au changement? Non, bonne question. Au niveau systémique, il faut consciemment rencontrer, appuyer, réfléchir avec des gabarits qui leur permettent d'avancer avec les élèves. C'est-à-dire, dans les écoles, de différentes façons, avec les directions d'école et l'équipe scolaire et les services aux élèves, et les cycles, si on parle de cycles. On doit trouver des façons et implanter, avec l'appui de la direction, des rencontres où on est en mode travail. Souvent, nos enseignants sont en mode passer de temps. Oui, on entend ça souvent. Trop à faire. Alors, on veut leur enlever cette lourdeur, je vais dire, face à la réalité que ça semble être un surplus. Parce que s'ils vivent les réussites avec ces initiatives et ces projets, en ayant les jeunes qui s'engagent, qui s'entreprennent, on voit que le processus, c'est le résultat, c'est la réussite. Effectivement. Alors, il faut les amener à ça. Mais il faut qu'il y ait des attentes au niveau systémique. Trouver l'entre-deux est difficile dans le sens où des fois les enseignants, ce qu'ils demandent, c'est du clé en main. Donne-moi le matériel, je vais l'appliquer en classe, je vais le faire. Puis d'un autre côté, ce qui est prouvé par la recherche, c'est que si on leur donne tout comme ça, souvent ils se mobilisent moins parce qu'ils ne sont pas impliqués, ils ne voient pas la richesse derrière tout ça. Donc c'est de trouver le juste milieu entre l'enseignant doit s'impliquer dans cette réflexion-là qui mène vers les écoles entrepreneuriales conscientes, mais en les guidant assez pour qu'ils aient le matériel nécessaire pour se lancer. Donc là, comment on fait justement pour trouver cet équilibre-là et les mobiliser officiellement? Oui, bon constat. C'est exactement ça. Parfois, on cherche des recettes, mais c'est plus profond que des recettes. Il faut aller chercher, il faut que ce soit une perspective, la façon que tu vois les choses, l'approche, la valeur de remettre à l'élève ce qui lui appartient dans l'apprentissage, qui n'est pas évident. Mais d'où la réflexion doit être constante. Alors, l'équipe, on va dire, le comité qui cherche à appuyer, c'est tout le temps des questions de métacognition, effectivement, qui les amènent à réfléchir à comment est-ce qu'on retourne à l'élève constamment. C'est intéressant de constater. Il faut vivre des réussites, par contre. Alors, parfois, l'intention de la recette magique, c'est pour faire un petit pas vers « hey, ça fonctionne ». Oui. Mais ensuite, cette recette, ça s'applique de façon presque organique. Ça devient un instinct dans les valeurs et dans l'approche. Effectivement, c'est de donner les outils nécessaires, mais en laissant la place à la réflexion, puis à la mise en place de leur côté, par leurs propres moyens aussi, pour augmenter l'implication de leur part. Là. Oui. Puis on a appris à leur faire vivre cette insécurité, puis c'est correct de vivre dans cette insécurité, puis cette prise de risque, puis se planter, puis pas réussir, parce que dans le fond, c'est ça l'apprentissage. Oui, on apprend. Si on ne veut pas d'échec, on apprend. Est-ce qu'on apprend vraiment? Non, puis on le dit souvent, quand on sort de notre zone de confort, quand on se sent inconfortable dans quelque chose, c'est signe que on progresse, puis on essaie des nouvelles choses, puis c'est bien dans le développement personnel aussi, et professionnel. Voilà, mais on ne se le cache pas, certaines écoles avancent mieux que d'autres, et puis là, ça revient à l'accompagnement de notre part. On accompagne de plus près certains individus, ou certains cycles, ou certaines écoles, mais reste que c'est complexe, comme vous l'avez bien dit. Comme tu l'as bien dit. Oui, ça doit être toute une activité. Patrick, j'aimerais ça que tu me dises, quel est l'impact que tu souhaites avoir auprès des écoles que tu accompagnes? L'impact, je dirais, nous, c'est pas moi, mais nous, comme équipe, c'est au niveau de durabilité. On veut, dans le fond, que ça devienne culture. Parce que si c'est culture, on sait que c'est pas
c'est pas à la merci d'un individu qui laisse son empreinte sur une école. Alors, au niveau systémique dans les écoles, on aimerait bien que ça devienne, on va dire, des ancrages dans les écoles au niveau de la façon de fonctionner, qui fait de sorte à cette réflexion, ce questionnement, cette autoréflexion dans l'approche. Encore une fois, ça devient des automatismes dans les écoles. Puis c'est là où est-ce que tu sais que tu as un impact. Puis là, si les élèves le vivent, là, c'est eux qui poussent la réflexion davantage, même chez les adultes qui sont un peu plus réticents. Fait que le plus de pouvoir qu'on peut donner de savoir, pouvoir, connaissance, réflexion, cet instinct chez les élèves, c'est ça qui amène un changement chez les adultes également. Alors, système combiné avec des élèves qui y croient, parce qu'ils sont passionnés. On vit dans le monde, ça c'est l'idéalisme, mais c'est ça que c'est qu'à un moment donné, il faut que ça soit implanté, ancré, systémique, de façon systémique. Puis quel genre de qualité on peut aller développer chez les élèves qui vont participer à cette philosophie-là, à cette approche-là? Ah oui. Mais ça revient à oser, ça revient à réfléchir à ses propres actions, ses impacts. Ça revient à la planification à rebours pour les élèves aussi dans les initiatives. Ça vient à avoir cet instinct-là d'aller chercher la communauté, des partenaires. Pourquoi ça appartient pas aux élèves? Effectivement. L'adulte, souvent, la réticence, c'est que on pense qu'on doit tout faire. Mais parfois, c'est qu'il faut céder la place. À ce qui est important. À ce qui a un réel impact. Et céder la place aux enfants pour qu'eux puissent avoir cet impact. Parce que c'est ça le pouvoir, c'est ça. Ces projets-là qu'on met en branle, j'imagine que c'est ce qui va marquer les élèves au final aussi. Quand ils vont quitter leur parcours scolaire, ils ne vont pas se rappeler nécessairement de la notion de mathématiques qu'ils ont appris, mais de la façon qu'ils l'ont travaillé, ce concept-là, puis les projets qu'ils ont montés, qui leur ont permis de développer différentes compétences, différentes connaissances, des qualités aussi, des valeurs qui se développent à travers tout ce processus-là. Dans un contexte réel, authentique, mais oui. C'est là où on verra l'impact. Et puis, dans le fond, tu l'as bien dit, on ne retient pas nécessairement les résultats d'apprentissage spécifiques d'un programme. Hein? C'est le processus. L'apprentissage est dans le processus, c'est pas le résultat non plus. Là, vous parliez de la part de la communauté. De quelle façon on peut intégrer justement cette communauté-là dans nos apprentissages, dans la vie des jeunes à travers les écoles? Ah, bonne question. Au Manitoba, on vit dans un contexte minoritaire. OK. Alors, il y a ce côté-là qui est un défi quand même aussi. Souvent, plus facile, parce que nos partenaires qui appuient la francophonie y croient. Alors, moins à vendre, mais il y en a moins aussi. Alors, il faut vraiment aller les chercher. Puis si on peut aller les chercher, c'est là où on va avoir un vrai impact face à les résultats d'une initiative quelconque. Puis on voit que la communauté veut s'impliquer. C'est que parfois, on perçoit ça comme plus de travail complexe, mais encore, on n'a pas besoin de tout faire dans les écoles. Si on cède la place, si on partage le leadership, le contrôle avec les élèves, mais avec les partenaires aussi. Puis les élèves sont beaucoup, je vais oser dire, les élèves ont beaucoup plus de facilité à partager ce pouvoir, ce leadership avec les partenaires que les adultes. Oui, c'est à développer, effectivement. Et si on se projette, disons, dans 10-15 ans, quels sont vos objectifs? Où vous aimeriez voir les élèves là, dans le cadre de l'entrepreneuriat conscient? Où on souhaite se rendre avec ce beau projet-là? Oh, bonne question. On est supposé de planifier à long terme aussi, c'est ça que tu poses comme question. C'est qu'à un moment donné, on souhaite encore que ce soit un instinct chez nos élèves. Imagine nos élèves de la troisième année qui vivent une initiative quelconque dans l'entrepreneuriat et s'entreprendre, puis ils le font en 4e, 5e, 6e, bien, ça devient des apprenants en vie avec une mentalité de croissance. Puis c'est un instinct. Bien, ça, ils vont le vivre au secondaire également. Et puis là, ça l'amène ça devient des normes dans nos écoles, face à chercher ses partenaires, à résoudre des problèmes réels qui existent autour de nous, dans la communauté ou dans le monde ou même dans notre école. C'est ça le vrai souhait, que ça devienne cet instinct-là de travailler pour la communauté, avec la communauté, et se connaître, et pouvoir et en se connaissant, on connaît nos forces,
Et puis, on n'a pas peur de, encore, oser collaborer. C'est toutes des compétences transversales, vraiment des compétences globales. L'évaluation des projets, encore. Ça revient encore à initier, gérer, oser parler aux adultes, oser pousser les adultes. Sortir de leur zone de confort. À l'action, voilà. Puis vous l'avez bien dit, c'est des aptitudes qu'on développe à long terme pour la vie future, là. Un coup que l'élève l'a développé déjà quand il est tout petit, il continue, c'est gagnant pour le reste de sa vie, là. Puis ce contexte authentique réel, le plus qu'ils le vivent, le plus c'est facile, hein, comme toute autre chose. Ça peut être le plus c'est facile ou le plus qu'on maîtrise certaines habiletés à oser, le plus qu'on peut oser davantage. Puis on a le courage de le faire, on l'a vécu. Et auriez-vous un conseil à donner à des professionnels, à des écoles, des directions qui aimeraient ça se lancer dans l'entrepreneuriat puis qui ne savent pas trop comment se faire ou ils sont réticents parce que, bon, ça implique beaucoup de changements? Par où on peut commencer? C'est quoi les conseils de base que vous aimeriez leur léguer? Je pense que les conseils qui s'appliquent à plein de choses dans la vie, c'est qu'il faut commencer à quelque part. Je pense qu'il faut faire attention de se comparer à une école qui est en plein là-dedans depuis plusieurs années. Bon, ça, c'est un travail qui se fait, c'est un processus. Alors, il faut commencer tout petit avec des attentes réalistes, mais ça n'a pas besoin de compliqué, là. Ça peut être très simple dans une salle de classe à commencer. Et puis, il faut accepter que faut prendre des risques et puis qu'il va y avoir des défis à relever. Mais c'est justement ça qu'on veut enseigner à nos élèves. On veut leur démontrer justement que c'est correct, parce que c'est exactement ça, l'apprentissage et c'est la façon d'amener le changement. Alors, commencer petit. Conseil, on commence petit, on célèbre nos réussites, on reconnaît les défis, mais il faut voir le chemin qu'on a fait. On a tendance dans nos écoles, chez nous, on a tendance, puis je dis ça chez nous, on a tendance à voir parfois ce qui a mal été. Mais peut-on prendre un moment pour célébrer où on était puis où on est maintenant? C'est vraiment un grand message. Puis en bout de ligne, un autre conseil, c'est aller voir les écoles et les champions. Chez nous, c'est aller voir ceux qui croient puis qui le vivent vraiment. Puis là, c'est un modèle. C'est les meilleurs professeurs qu'on peut avoir. Aller s'inspirer des meilleurs, ce qui se fait déjà autour. Voilà. Effectivement. Ben, merci, Patrick, pour ces belles paroles. Sur ce, moi, je te remercie d'avoir pris du temps avec nous pour échanger sur ces sujets super riches et pertinents. Je te souhaite bonne continuité dans ton rôle comme coordonnateur dans ton district, dans ta division, pardon. Et chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et nous laisser vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau balado. Et si l'innovation en éducation permettait à vos élèves de se révéler sous un jour nouveau? Comment l'approche entrepreneuriale pourrait-elle enrichir votre pratique et transformer votre école?